Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Niels Wilke. C'est le monsieur off du média et tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Au sommaire de cette émission, on va commencer par les présidentielles. Les médias tentent de vendre leur champion malgré le rejet de l'opinion. On enchaînera ensuite par les perquisitions refusées de l'Élysée, comment le pouvoir politique court-circuite la justice, et on terminera par quand les macronistes rejoignent le RN, et on prendra l'exemple de Perpignan. C'est parti pour les indiscrets. Bonjour Niels. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Niels, dis-moi, est-ce qu'on est déjà en 2027 ? C'est un peu l'impression qu'on a cette semaine, à lire la presse et à regarder la plupart des médias. C'est un peu la foire à la présidentielle. D'abord dans Paris Match, évidemment, qui nous a gratifié d'une fausse paparazzade de Bardella avec Marie-Caroline de Bourbon-Cécile. Dis donc, notre collègue Nabil d'ailleurs en a parlé hier. Alors on va être clair, évidemment, c'est tout sauf spontané. Derrière cette opération, certains voient la main de Mimi Marchand, l'ex-Tollard, reconverti dans le People, qui a contribué à faire élire les Macron avec Xavier Niel et tenterait de changer éventuellement de crèmerie avant la fin du mandat du président. D'ailleurs, c'est son agence, Best Image, qui avait révélé l'histoire entre Bardella et Marie-Caroline. Et l'intéressé affiche évidemment un air béné pour confirmer l'existence d'une relation avec la demoiselle. Regardez, c'était sur France 2. Depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzis qui campaient au pied du domicile, qui nous suivaient lors de nos déplacements et lors de cette visite en Corse jusqu'au pied de notre hôtel. Et donc nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence. Voilà, alors notez que cette page People n'a pas aidé le 20h de Léa Salamé à décoller. La prestation du patron du RN a viré à la catastrophe industrielle pour la deuxième partie du 20h, qui signe sa pire audience en nombre de téléspectateurs. J'ai envie de dire, c'est bien fait. Voilà. Mais en fait, Jordan Bardella a compris que s'il voulait arriver à l'Élysée, il ne pouvait pas y arriver seul. Apparemment, en France, on n'aime pas les célibataires, manifestement, pour la magistrature suprême. Hollande s'était affiché, lui, en couple pendant sa campagne, et juste après avec Valérie Trierweiler, avant de la lâcher pour Julie Gaillet. Jacques Chirac avait épousé Bernadette, fille d'une richissime famille de grands bourgeois, les Chaudron de Courcelles. Mitterrand a affirmé que l'argent corrompt, mais faisait payer aux Français la sécurité de sa fille cachée Mazarine. Et Sarko se faisait entretenir par des financiers comme Bolloré, chez qui il a passé des vacances sur son yacht. Or, la famille de Bourbon-Cécile, historiquement ruinée après la Première Guerre mondiale, a fini par trouver le salut pécuniaire en s'alliant avec les Crociani, une sulfureuse famille italienne qui a fait fortune dans l'armement et l'aéronautique dans les années 70, le tout saupoudré de scandales financiers comme l'ont relaté nos consoeurs du Monde. Regardez. Et les parents de la nouvelle petite amie officielle du patron du RN s'affichent avec le dictateur et boucher syrien Bachar el-Assad dans ses années fastes, les années 2000, puis plus récemment avec Trump, le président américain. Voilà. Chercher l'argent, comme dirait l'adage. Autre atout non négligeable, cette nouvelle relation permet à Bardella de battre en brèche les rumeurs d'homosexualité qui lui collent à la peau. Regardez. Vous abordez également une question très personnelle avec Jordan Bardella, celui de son orientation sexuelle. Vous lui parlez des rumeurs concernant son homosexualité. Il y a une question qui se pose beaucoup de rumeurs de son homosexualité, donc je lui ai montré et du coup je lui ai posé la question. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres magazines ont pris le relais pour nous proposer des candidatures plus ou moins fraîches, et notamment l'inénarrable François Hollande qui nous enquiquine avec ses ambitions présidentielles malgré un quinquennat désastreux. Et c'est Marianne qui en fait sa une, c'est ça Oui, absolument. Le désormais député de Corrèze s'affiche en annonçant « Je me prépare », tiré de sa grande interview à l'hebdomadaire. Alors on souffle fort, d'autant qu'en octobre 2016, s'adressant au centre-gauche à la une de l'Obs, cette fois, plus d'un an et demi avant la présidentielle, le président, toujours en exercice, affirmait haut et fort « Je suis prêt ». Regardez, voilà, petit souvenir.
On s'en souvient comment ça a terminé, hein. Il a renoncé 1 mois et demi plus tard, laissant le champ libre à un certain Emmanuel Macron. Un président ne devrait pas dire ça, vous vous souvenez, on connaît la suite de l'histoire. Mais bon, le pouvoir est une drogue, hein, et Hollande rêve depuis 10 ans de revenir à l'Élysée. Il manœuvre en sous-main pour couler Olivier Faure à la tête du PS, mais aussi les tentatives de Glucksmann, hein, effectivement, de s'imposer comme candidat à gauche hors la France insoumise. Et Hollande espère donc toujours revenir en recours des sociaux-démocrates. Et un petit nouveau fait son coming out présidentiel, dis donc. Alors bon, je plaisante, le jeu de mots est un peu facile, mais Gabriel Attal a enfin officialisé sa candidature pour 2027. Enfin non, en fait, hein, il continue de faire durer un faux suspense, et c'est dans le très droitier Le Point cette semaine, hein, regardez, voilà, Gabi l'affirme, attention, je pense savoir comment il faut présider la France, hein, c'est vertigineux quand même quand on y pense, école alsacienne, aucune réelle expérience de la vie, Attal ne vit que d'argent public depuis qu'il travaille, mais espère accéder à la magistrature suprême, hein, il est un peu gonflé, c'est un peu comme Bardella en fait, hein, finalement, hein. Alors Attal possède tout ce qu'il faut pour se lancer un parti, Renaissance, l'argent qui va avec, on en a parlé dans cette émission, il a mis la main sur le magot des macronistes, le trésor de guerre des macronistes, et puis il va bientôt rebaptiser le parti, on en a aussi parlé, pour tenter de faire oublier Macron, il a des idées chocs et forcément un petit peu en toc, et un scénario déjà établi. Et puis il va nous pondre un bouquin qui va bientôt sortir, un homme libre, ça s'appelle, qui lui permettra de squatter les plateaux télé. On en frémit d'impatience, hein. Finalement, c'est un ancien conseiller d'Emmanuel Macron qui résume le mieux la situation. En ce moment, il y a un ancien président de la République de gauche qui emmerde la gauche, un ancien président de droite qui emmerde la droite, ça c'est Nicolas Sarkozy, et bientôt un ancien président du centre et de la droite qui va emmerder à la fois le centre et la droite. Voilà, ça c'est un ancien conseiller d'Emmanuel Macron. On voit effectivement que la situation reste ouverte pour 2027. Et on va passer, c'est fort intéressant, notamment en 2027. J'ai hâte de suivre ce feuilleton, hein, qui ne fait que commencer et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Perquisitionner les lieux de pouvoir n'est jamais facile, mais tenter d'accéder à l'Élysée, là, il faut s'accrocher. Oui, effectivement, hein, c'est pas évident. Et d'ailleurs, 2 juges d'instruction parisiens et des policiers de la brigade financière et anticorruption l'ont encore appris à leurs dépens. C'était mardi, hein, on en a parlé sur le média, quand ils ont été refoulés à l'entrée du château avec leur greffière. Alors les 2 insolents, hein, tentaient d'en savoir plus sur les mystérieuses conditions d'attribution de marchés publics pour les cérémonies au Panthéon, qui sont toujours obtenues par la même entreprise, Shortcut Events, comme l'a révélé le Canard enchaîné, hein. Nos confrères ont d'ailleurs crié victoire un peu vite, puisque les juges ont été interdits d'entrer, contrairement à ce que le journal avait annoncé. Alors, la société Shortcut Events serait très proche de Philippe Bélaval, l'ancien président du Centre des Monuments Nationaux et conseiller culture de Macron à l'Élysée jusqu'en juin 2025. Voilà, on voit sa bobine qui s'affiche. Et bizarrement, ce n'est qu'après son départ de l'Élysée que des changements ont été observés, effectivement, dans le choix du prestataire pour ces événements. En tout cas, pas touche à l'Élysée, et d'ailleurs, le parquet n'a pas vraiment suivi les juges en reprenant à son compte la version de l'Élysée qui a mis en avant l'article 67 de la Constitution qui consacrerait, selon le Palais, l'inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République pour claquer la porte au nez des juges trop curieux. Or, seul le président bénéficie en réalité de cette immunité fonctionnelle, pas ses collaborateurs ou ses locaux. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive, Nils, hein. Non, absolument. En 2007, à la fin de l'ère Chirac, 2 magistrates avaient elles aussi été refoulées de l'Élysée. Elles voulaient effectuer une perquisition dans le cadre de leur enquête sur les pressions exercées sur la justice dans l'affaire du meurtre du juge Borrell, assassiné en 1995 à Djibouti. Alors les 2 magistrates accompagnés de greffières, de policiers, avaient été bousculés par les gardes républicains et obligés de quitter les lieux, hein, comme 2 malpropres, en se voyant elles aussi opposer le fameux article 67 de la Constitution. Alors pire, hein, ultime humiliation, elles avaient été obligées de dresser leur procès-verbal sur les poubelles du château. Alors à l'époque, le message était clair, humilier effectivement le corps de la magistrature et puis ensuite montrer que c'est le président de la République qui décide où et quand la justice commence et s'arrête. Mais en 2008, surprise, un magistrat réussit l'impossible. Il s'appelle Patrick Ramael. À l'époque, il était juge d'instruction à Paris, spécialisé dans les dossiers les plus sensibles. Et lui est arrivé à pénétrer dans le sein des saints. J'ai retrouvé la trace de cet ancien magistrat, devenu depuis avocat. Il était à la recherche de documents relatifs à la disparition du journaliste Guy-André Kieffer, qui n'a jamais été retrouvé en avril 2004 à Abidjan. Et donc, Patrick Ramael se présente un jour de juillet 2008 aux grilles de l'Élysée, accompagné de sa greffière. Écoutez-le raconter cet incroyable moment pour le média. Je me suis présenté
accompagné de ma seule greffière, à qui j'avais demandé de ne pas prendre d'ordinateur potable ou d'imprimante pour ne pas donner l'impression que c'était un couple greffier-juge venu faire une perquisition. Je me suis présenté à l'accueil, donc devant le portail à l'extérieur. J'ai dit aux gendarmes, je suis Patrick Ramael, juge d'instruction, voici ma greffière. Je voudrais rencontrer monsieur Untel. Monsieur Untel étant le responsable de la cellule Afrique. Le gendarme m'a dit, vous avez rendez-vous? Je lui ai dit, il s'attend à me voir. Ce qui était faux. Parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Mais c'était vrai, parce que je savais qu'il s'attendait à être convoqué à mon cabinet. Donc j'ai joué un petit peu sur l'ambiguïté et la richesse de la langue française. Le gendarme m'a dit, allez-y. Je suis arrivé devant un deuxième gendarme, à qui j'ai remis ma carte professionnelle. J'ai dit, portez-la, ce monsieur. Et j'ai choisi un horaire qui était 15 heures. Pourquoi 15 heures? Parce que c'est l'heure où, dans ces cellules Afrique, on n'est plus au restaurant et on n'a pas encore commencé les rendez-vous, ce qui évitait de dire, l'intéressé est en rendez-vous, il faut attendre pour leur permettre de réagir et d'avoir le temps d'analyser la situation. Voilà, alors notre astucieux magistrat a raconté effectivement cet instant et cette carrière hors norme d'ailleurs dans le livre Hors procédure, dans la tête d'un juge d'instruction. Ça a été publié aux éditions Calman-Lévy en avril 2015. Et donc pour Patrick Ramael, qui désormais est déchargé de son devoir de réserve en tant que magistrat, les lieux de pouvoir, y compris l'Élysée, ne devraient pas être empêchés de perquisition par les magistrats. Écoutez-le. Il n'y a pas de lieux qui doivent être interdits à la justice, sauf s'il y a effectivement un secret de la défense nationale. Je veux dire, on imagine très bien qu'un juge d'instruction ne va pas aller se balader dans les sous-marins nucléaires à l'île Longue. On est d'accord. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'on nous met en avant toujours des arguments pour dire non, vous n'avez pas le droit. Alors là, on dit c'est l'immunité de l'article 67 qui s'applique aux bâtiments et aux hommes. C'est ce qu'on a fait, moi. Pour moi, la justice, c'est pas une autorité judiciaire, c'est un pouvoir judiciaire. C'est un contre-pouvoir. Si la justice n'est pas capable d'obtenir ses prérogatives, qui sont d'enquêter. Je veux dire, j'ai pris l'exemple exprès des sous-marins nucléaires. On comprend très bien qu'il y a des cas où on peut créer des zones où on n'autorise pas la perquisition comme ça, mais pas à l'Élysée. Voilà, alors ce refus d'une perquisition représente une anomalie démocratique. C'est aussi l'avis de nombreux magistrats que j'ai sollicités pour préparer cette émission. Pour ces derniers, l'immunité du président de la République ne concerne que le chef d'État. Voilà ce que me dit un haut magistrat qui est vice-président d'une cour d'appel. Donc c'est effectivement un peu le haut du panier dans la magistrature, si j'ose dire. L'Élysée n'est pas un lieu sacré, on peut aller y chercher des documents. Ce refus d'Emmanuel Macron et de ses services, c'est un crachat de plus sur la justice et ça alimente effectivement les populismes. C'est un peu le refrain de tous pourris. Ce sentiment d'impunité chez Macron s'étend aussi à ses collaborateurs. Oui, selon les circonstances. Souvenez-vous, il y a pile un an, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, avait lui aussi refusé de se présenter devant une commission d'enquête parlementaire. C'était sur le scandale des eaux en bouteille. Et en tant que plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, il estimait bénéficier d'une quasi-immunité présidentielle, donc il se sent effectivement intouchable. Et pourtant, ce n'est pas le cas. J'ai sollicité des juristes. Mediapart l'a fait aussi, Libération dans une moindre mesure, et tous sont unanimes. En réalité, c'est une immunité effectivement personnelle et fonctionnelle pour le chef de l'État. Elle ne s'étend pas aux collaborateurs. Et c'est d'autant plus choquant finalement dans le cas de l'Élysée que ce château, c'est d'abord la maison de tous les Français. Macron d'ailleurs en est parfaitement conscient, mais le président a souvent montré qu'il avait une vision très extensive de la Constitution quand il s'agit d'imposer sa politique ou encore de défendre ses intérêts. Souvenez-vous notamment qu'il avait récemment laissé planer la possibilité de s'arroger les pleins pouvoirs quand le budget était discuté à l'Assemblée. On en avait d'ailleurs parlé dans cette émission, c'était il y a tout pile un an. Mais il n'y a pas qu'à l'Élysée qu'il est difficile de perquisitionner. Oui, longtemps, le Parlement a aussi été difficile d'accès pour les magistrats. Pour avoir le droit de pénétrer à l'Assemblée ou au Sénat, ils doivent au préalable obtenir une autorisation de son président. En ce moment, c'est Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher qui sont aux commandes et parfois ça coince. Par exemple, le président du Sénat avait refusé une première perquisition en août 2017 dans le cadre de l'affaire Mercier, du nom de cet ancien ministre de la Justice et sénateur, accusé d'emploi fictif notamment car il avait embauché sa propre fille pour travailler avec lui au Sénat. Bah oui, c'est pratique, le recrutement familial. Il est tout à fait exact. Pas de raison de le cacher. En plus, ce n'est pas interdit. Ce sera interdit quand la loi sera votée. Pour l'instant, elle n'est pas votée. J'ai employé une de mes filles d'août 2012 à avril 2014 sur des points très particuliers
parce qu'à l'époque, je conduisais des dossiers, localement, très lourds en matière culturelle et très difficiles. À l'époque, soi-disant, c'était permis. Et effectivement, GG estimait que la demande d'autorisation de perquisition adressée par le procureur de la République financier n'était pas suffisamment précise sur ses motifs. Voilà, c'est pratique. Et puis, ça permet évidemment de faire le ménage. En tout cas, les explications alambiquées du sénateur n'avaient pas convaincu les juges lors de son procès, puisque Michel Mercier a été condamné définitivement dans cette affaire. Bref, en 2017, en tout cas, le PNF avait aussi perquisitionné l'Assemblée à la recherche d'éléments justifiant l'existence d'une relation de travail entre François Fillon et son épouse Pénélope. Ils pouvaient toujours fouiller, nos enquêteurs, puisqu'elle n'existait pas, cette preuve. Et d'ailleurs, les époux Fillon ont été définitivement condamnés par la justice dans cette histoire. Mais ce n'est pas toujours simple pour les magistrats de faire leur travail quand de puissants intérêts ou des personnes influentes sont visées. Il y a eu seulement une dizaine de perquisitions en tout à l'Assemblée, et un peu moins au Sénat depuis l'instauration du régime de la Ve République en 1958. Effectivement, ce n'est pas les refus de l'Élysée qui vont contribuer à restaurer la confiance des Français dans la probité de leurs dirigeants. Nils, on part du côté de Perpignan, où le maire RN Louis Alliot a été réélu haut la main lors des dernières municipales et voit désormais plus loin. Ah oui, Louis Alliot se sent le roi du monde, ou en tout cas du 66. Il a été réélu au premier tour avec 50,61% des voix. Il a amélioré largement son score de 2020, mais l'ex de Marine Le Pen a été un peu aidé dans ce nouveau raz-de-marée électoral, et notamment par la droite et le centre local. Surtout, notre élection dès le premier tour témoigne d'une forte adhésion de la population aux solutions politiques que j'ai proposées et à l'union des forces de droite, d'une droite courageuse et populaire que j'étais le seul à proposer. Pour preuve, l'ancien maire de la commune, Jean-Marc Pujol, qui se présentait comme un adversaire acharné du FN, a fini par le rallier. Mieux, sa propre compagne à l'ancien maire est devenue l'une des adjointes de Louis Alliot. Voilà, c'est pratique, comme ça reste en famille. 2 délégations importantes leur ont été confiées en remerciement, notamment l'éducation et la sécurité. Voilà, le prix du ralliement. Et puis certains macronistes du coin semblent de plus en plus tentés de pactiser avec le RN. Exemple avec Romain Gros. Alors, nos sociaux l'ont peut-être un peu oublié, mais c'est un ancien député macroniste élu avec la vague En Marche de 2017. Voilà, à l'époque, il y a eu cette vague, effectivement. Alors, le monsieur a perdu son écharpe entre-temps en 2020 face au RN, son écharpe de député, mais il siège toujours au département. Voilà, c'est pratique, ça permet effectivement de conserver une certaine influence locale. Et puis, cette semaine, on a appris qu'il avait donné son pouvoir de vote à sa binôme, Isabelle de Noël Marchezan. Or, cette dame est passée de Renaissance au RN, dis donc, entre-temps. Voilà, donc ça montre quand même effectivement qu'il y a une certaine collusion au niveau local, départemental, parfois même régional, entre des responsables macronistes qui pourtant se sont fait élire sur la promesse de battre l'extrême droite et désormais le RN qui effectivement avance de plus en plus ses pions. Et d'ailleurs, l'ancien maire de la ville de droite, Jean-Marc Pujol, effectivement, s'est rallié à Louis Alliot contre le centre et la gauche aux dernières municipales. Voilà, c'est assez moche. Alors du côté de Romain Gros, cet ancien député, il explique qu'il avait toujours été en contact avec Emmanuel Macron, il en faisait même un ami personnel, c'est ce qu'il expliquait à la feuille de chou locale, l'Indépendant après son investiture. Tous les deux effectivement sont sortis de la même promotion à l'ENA. Alors c'est une proximité qui est légèrement exagérée selon Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, conseiller politique qui a participé à la campagne de Macron en 2017 avant de devenir un critique de la Macronie face à ses dérives. Il a aussi participé à la campagne du centre et de la gauche contre Louis Alliot lors des dernières municipales, un combat courageux mais effectivement qui s'est soldé par un échec. Alors Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, que j'ai contacté pour préparer cette émission, m'explique en rigolant, il est tellement pote avec le président de la République, Romain Gros, que quelques temps après son élection, il m'a demandé le numéro d'Emmanuel, le président. Voilà, donc il n'avait même pas son numéro de téléphone, mais c'était effectivement son grand ami. Alors j'ai sollicité Romain Gros pour préparer cette émission, qui m'a assuré qu'il n'était pas pour autant passé au RN. Voilà, donc il a seulement délégué son pouvoir de vote effectivement à une personne, à une élue désormais Rassemblement National, sans donner davantage de précision. En tout cas, si le RN peut tisser sa toile à Perpignan et dans le département, c'est grâce à l'effondrement de la droite locale. Et désormais, Louis Alliot vise l'agglomération. Samedi, les élus des 37 communes de la communauté urbaine Perpignan, Méditerranée, Métropole, ouf, j'ai réussi à le dire en entier, éliront leur nouveau président. Louis Alliot bénéficierait du soutien de quelques élus de droite pour offrir ce nouveau bastion au RN, malgré la menace qui plane sur lui de perdre l'ensemble de ses mandats
mandat d'ici à peine 3 mois, car Louis Alliot est en procès dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, comme Marine Le Pen et plusieurs autres cadres du parti d'extrême droite. Et s'il est condamné avec une peine d'inéligibilité, il perdra tous ses mandats. Mais son pari est non seulement de prendre l'agglomération, mais aussi de viser le département à terme. Petit à petit, le RN fait son nid à Perpignan et au-delà. Merci Niels de nous avoir fait ce focus sur Perpignan et ça nous montre comment le RN fonctionne localement et peut-être bientôt nationalement, on le verra bien. En tout cas, même si c'est pas mon souhait, on verra ce que ça donne. Merci à toi d'avoir donné toutes ces indiscrétions aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir, d'autant plus que nous candidatons pour la TNT Île-de-France. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur rendez-vous. Je vous donne rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous laisse avec la suite des programmes du Média.